avant Al Capone, avant Luciano, avant Frank Costello, avant même que la mafia américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe vraiment, il y avait déjà un homme au centre de tout, Arnold Rothstein. Pour comprendre l'ascension de la mafia américaine, c'est cet homme qu'il faut connaître. Contrebande d'alcool, prêts usuraires, jeux d'argent, raquettes syndicales, trafic de drogue moderne. Dans les années folles, Arnold Rothstein est au centre de tout. C'est l'homme qui aurait truqué les World Series de baseball, provoquant l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport. Mais Rothstein, ce n'était pas seulement un joueur ou un parieur particulièrement malin. C'était surtout l'un des hommes qui avait compris avant beaucoup d'autres que le crime pouvait être géré comme une véritable entreprise. Et c'est justement cette façon de penser qu'il allait transmettre à toute une génération de jeunes gangsters. Des hommes comme Luciano, Meyer Lansky ou Frank Costello vont apprendre à ses côtés comment s'habiller, comment parler, comment gérer leur argent et surtout, comment se comporter comme des hommes d'affaires plutôt que comme de simples voyous de rue. En gros, Arnold Rothstein leur a appris à faire du crime un business. Et eux allaient d'une certaine manière lui apprendre comment mourir comme un vrai gangster. Voici l'incroyable histoire d'Arnold Rothstein. Dans les années 30, si votre voiture vous lâchait et s'arrêtait au bord de la route, autant vous dire que vous étiez cuit. Trouver une pièce détachée, c'était une vraie galère. Il fallait chercher dans plusieurs magasins pour trouver la bonne pièce, sans oublier que tout ça pouvait vous prendre plusieurs jours. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, car avec Ovoco, le sponsor de cette vidéo, vous pouvez trouver ce que vous cherchez en quelques clics. Mais Ovoco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ? Ovoco, c'est le numéro 1 de la pièce automobile d'occasion, avec plus de 7000 vendeurs et des millions de pièces détachées en ligne. Ovoco vous permet de faciliter vos recherches pour trouver des pièces détachées, mais surtout de trouver des offres bien plus intéressantes que d'acheter des pièces neuves. Ça vous évite de faire le tour de toutes les cases de votre ville, et ça vous fait gagner énormément de temps. Et surtout, c'est plus écologique. Prenons un exemple. Si je cherche un rétroviseur pour ma 208, je sélectionne simplement la marque, le modèle, puis l'année de la voiture. Ensuite, je tape rétroviseur latéral et je lance la recherche. Et là, j'ai directement plusieurs annonces avec différents prix. Comme ma 208 est blanche, je vais par exemple choisir celui-ci. Je peux voir de vraies photos du rétroviseur, vérifier son état, et si ça me convient, ce qui est le cas ici, je clique simplement sur acheter. La livraison est très rapide, et surtout, vous avez 14 jours pour retourner la pièce si elle ne vous convient pas. Donc si vous voulez tester, Ovoco offre aux abonnés de la chaîne 15% de réduction sur les frais de livraison avec le code Night Stories. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description avec toutes les informations. Merci énormément à Ovoco de sponsoriser cette vidéo. C'est parti pour la suite de l'histoire. Bon visionnage. C'est un garçon. Il est magnifique. Et... oh, quelle voix merveilleuse. Mon amour, as-tu choisi son prénom ? Oui, Arnold. Arnold, fils d'Abraham, fils de David. Le 17 janvier 1882, le deuxième enfant de la famille Rothstein voit le jour. Pour ses parents, Abraham et Esther, c'est évidemment un heureux événement. Ils ont déjà un premier fils, Harry, et autant dire que l'arrivée d'un deuxième garçon est plus que bienvenue. Seulement voilà, à cette époque, la maison familiale commence sérieusement à devenir trop petite. Et le quartier, lui aussi, a bien changé. Ce qui semblait autrefois un peu à l'écart de la ville fait désormais partie du Tenderloin District de New York. Du coup, les Rothstein finissent par déménager vers les quartiers chics, dans une nouvelle maison située sur la 79e rue Est. C'est là que 3 autres enfants vont ensuite venir agrandir la famille. Edgar, Edith et Jack. Abraham Rothstein, lui, est new-yorkais de naissance. Son père, David Rothstein, avait fui des années plus tôt les pogroms de sa Bessabari natale pour venir tenter sa chance en Amérique.
Et contrairement à beaucoup d'immigrés juifs arrivés en Amérique avec pas grand-chose en poche à part l'espoir de se construire une nouvelle vie, Abraham, lui, avait plutôt bien réussi. Avec le temps, il était devenu un homme riche et respecté. Mais n'allez pas croire que l'argent était ce qui comptait le plus pour lui. Abraham était profondément religieux, un homme de principe qui croyait en la loi, celle de sa foi bien sûr, mais aussi celle du pays dans lequel il vivait. Et à ce niveau-là, sa réputation parlait pour lui. Un gouverneur de New York l'aurait même surnommé Abbé le Juste, tant il était connu pour son honnêteté. Bref, Abraham avait toutes les raisons d'être fier de la vie qu'il s'était construite. Et lorsqu'il parlait des siens, il donnait l'impression que rien ne pouvait vraiment venir perturber tout ça. Sauf que très tôt, son deuxième fils va commencer à lui donner du souci. Parce qu'Arnold, lui, ne ressemble pas du tout à Harry. Harry est joyeux, extraverti, toujours à l'aise avec les autres. Arnold, en revanche, est beaucoup plus calme, plus distant, presque renfermé. Même bébé, il rit rarement. La plupart du temps, il se contente d'observer ce qui se passe autour de lui avec de grands yeux bruns qui rappellent beaucoup ceux de sa mère. Sauf que d'après ceux qui l'ont connu à cette époque, quelque chose manquait dans son regard. Cette chaleur qui rendait justement les yeux d'Esther si particuliers. Et si Abraham trouvait déjà son fils étrange, ses inquiétudes vont devenir bien plus sérieuses alors qu'Arnold n'a même pas encore 3 ans. Une nuit, Abraham est réveillé par un bruit venant de la chambre que les deux garçons partagent. Il se lève, se précipite dans la pièce et tombe sur une scène pour le moins inquiétante. Arnold est au-dessus d'Harry, un couteau à la main. Abraham lui arrache immédiatement l'arme et lui demande ce qu'il était en train de faire. « Je déteste Harry !» Voilà, pas d'explication, pas d'excuse. Après ça, Arnold se renferme de nouveau dans son silence. Et en grandissant, cette rancœur envers son frère ne va jamais complètement disparaître. Il faut dire qu'Harry semble réussir absolument partout où Arnold lui rencontre des difficultés. C'est un excellent élève, jovial, sociable, le genre de garçon qui se fait facilement des amis. Autant vous dire que pour Arnold, grandir à côté d'un frère pareil n'était pas de tout repos. Difficile pour lui d'exister sans être constamment comparé à Harry. On lui permet rarement d'être simplement Arnold. Il est surtout le petit frère d'Harry. Et à l'école, les choses ne vont pas vraiment s'améliorer. Arnold ne montre presque aucun intérêt pour ses études. Ce n'est pourtant pas qu'il manque d'intelligence, loin de là. Le problème, c'est qu'il semble tout simplement refuser de s'investir. Du coup, lorsqu'il arrive en CM2, il a déjà accumulé 2 années de retard. Au point que son petit frère Edgar finit pratiquement par le rattraper. Pendant ce temps, Harry, lui, continue d'exceller. Et pas seulement à l'école. Dans son éducation religieuse aussi, il se montre brillant. L'hébreu lui vient naturellement et il développe très jeune une véritable fascination pour l'histoire et la religion juive. À 13 ans, il sait d'ailleurs déjà ce qu'il veut faire de sa vie. Être un rabbin. Pour Abraham, difficile d'imaginer plus grande fierté. Avoir un fils qui souhaite consacrer sa vie à l'étude de la loi et qui espère un jour entrer dans le rabbinat, c'est tout simplement un immense honneur pour un homme comme lui. Sauf qu'à côté d'Harry, Arnold semble prendre exactement le chemin inverse. Abraham essaie pourtant de le raisonner. Il lui parle de leur histoire et des traditions qu'Arnold avait, selon lui, le devoir de respecter. Tu devrais être fier d'être juif. Ah, qu'est-ce que ça peut faire? On est en Amérique ici, pas à Jérusalem. Je suis américain. Laisse Harry être le juif. J'en ai assez de tout ça. Et là, le problème entre le père et le fils commence à dépasser largement la simple question de religion. Parce qu'au fond, Abraham incarne tout ce qu'Arnold semble rejeter. La discipline, l'obéissance, et surtout l'idée de devoir suivre un code moral. Arnold, lui, veut autre chose. À 16 ans, Arnold avait définitivement laissé tomber l'école hébraïque. À la place, il allait trouver une toute autre forme d'éducation dans les rues et les ruelles de New York. Le jeu, il avait commencé à y goûter plusieurs années plus tôt, en pariant quelques pièces avec d'autres garçons dès qu'il avait un peu de monnaie en poche. Au départ, ce n'était peut-être qu'une nouvelle façon de défier son père. Sauf qu'avec le temps, ça va devenir bien plus que ça. Pour Abraham, le jeu était un péché, ce qui ne le rendait que plus attirant aux yeux d'un fils devenu de plus en plus déterminé à prouver que son père ne pouvait pas le contrôler. Et surtout, le jeu lui offrait enfin quelque chose qu'il cherchait depuis une bonne partie de son enfance. Une identité qui n'avait rien à voir avec Harry. Arnold commence à accorder de petits prêts autour de lui. Et les taux d'intérêt, eux, sont loin d'être généreux. Un homme qui lui emprunte $4 doit lui en rendre 5 dès le lundi suivant. Et si quelqu'un décide de ne pas payer, eh bien Arnold avait déjà prévu le coup. Son recouvreur n'était autre que Monk Eastman, l'une des figures les plus redoutées des rues de New York.
Et disons qu'Eastman avait exactement la tête du genre d'homme à qui vous ne vouliez surtout pas devoir de l'argent. Un visage lourd et amoché, le nez cassé, les oreilles en chou-fleur. Bref, tout chez lui racontait la même histoire. Cet homme avait passé une bonne partie de sa vie à se battre. Avec Eastman pour recouvrer les dettes en retard, le bruit a vite couru que ne pas rembourser Arnold Rothstein pouvait avoir des conséquences désagréables. Arnold n'était encore qu'un adolescent, mais il venait déjà de comprendre un principe qui allait définir toute sa carrière. Chaque prêt remboursé avec intérêt faisait grossir son capital. Plus son capital augmentait, plus il pouvait prêter de grosses sommes. Et plus les sommes étaient importantes, plus les bénéfices l'étaient aussi. Le problème, évidemment, c'est qu'il lui fallait du capital. Et pour ça, Arnold va trouver une méthode assez particulière. Son père possédait une grosse montre en or massif. Il la portait rarement et la gardait la plupart du temps dans un tiroir de son bureau. Chaque fois qu'Arnold avait besoin d'un peu d'argent pour ses affaires, il prenait discrètement la montre et allait la déposer chez un prêteur sur gage. Elle pouvait lui rapporter 30 ou 40 $, de quoi financer quelques nouveaux prêts. L'idée était plutôt simple. Les intérêts qu'Arnold devait payer au prêteur sur gage étaient moins élevés que ceux qu'il pouvait lui-même récupérer en prêtant cet argent à quelqu'un d'autre. Du coup, il prenait l'argent, le faisait travailler, empochait son bénéfice, puis récupérait la montre et la remettait tranquillement dans le tiroir avant que son père ne remarque quoi que ce soit. Sans forcément le savoir, Arnold venait d'apprendre une leçon qui lui servirait toute sa vie. Comment utiliser l'argent des autres pour faire le sien. À 17 ans, il décide finalement qu'il en a assez de vivre sous le toit de ses parents. Il quitte la maison, et assez étonnamment, sa première tentative d'indépendance va être parfaitement légale. Arnold trouve un emploi de représentant de commerce itinérant pour une entreprise qui vend des chapeaux et des casquettes. Pour Abraham, c'est presque un soulagement. Son fils travaille enfin, gagne son propre argent, voyage, prend des responsabilités. Peut-être que tout ça allait enfin lui remettre les idées en place. Et dans un sens, oui. Seulement, pas du tout comme Abraham l'espérait. Parce que maintenant que son père n'était plus là pour surveiller ce qu'il faisait, Arnold pouvait passer ses soirées comme bon lui semblait. Il joue au pinocle, au poker, affronte d'autres représentants au billard et parie avec les joueurs locaux qu'il rencontre dans les différentes villes où son travail l'emmène. Bref, plutôt que de l'éloigner du jeu, cette nouvelle liberté va lui permettre de s'y plonger encore davantage. Puis alors qu'Arnold a 19 ans, un télégramme arrive. Harry est mort. Pour Arnold, la nouvelle provoque une véritable crise. Pour la première fois depuis des années, le chagrin va le rapprocher de sa famille. Il n'y avait jamais vraiment eu de lien profond entre Arnold et son père, au-delà du simple fait qu'ils étaient père et fils. Mais la mort d'Harry leur donnait, au moins pendant quelque temps, une douleur commune. Seulement, chez Arnold, le deuil va s'accompagner d'autre chose. De la culpabilité. Des années plus tard, il confiera à sa femme. Quelque part, j'avais le sentiment d'être responsable de la mort d'Harry. Je me rappelais toutes les fois où j'avais souhaité qu'il soit mort, toutes les fois où j'avais rêvé de le tuer. J'en suis venu à penser que mes souhaits l'avaient peut-être finalement tué. Et c'est peut-être finalement cette culpabilité qui va pousser Arnold à essayer, pendant quelque temps, de combler le vide laissé par son frère. Pendant 3 mois, il reste chez ses parents. Il abandonne son travail de représentant, commence à travailler dans l'usine de son père et retourne même plusieurs fois à la synagogue. Depuis des années, c'était probablement ce qu'Arnold avait fait de plus proche de la vie qu'Abraham avait toujours voulu pour lui. On aurait pu croire que le père allait enfin voir son fils autrement. Sauf que voilà, Abraham était complètement détruit par la mort d'Harry. Ses pensées restaient tournées vers le fils qu'il venait de perdre, et il passait une grande partie de son temps à prier. Esther, de son côté, semblait se refermer encore davantage sur elle-même. Et au milieu de tout ça, Arnold va de nouveau avoir cette impression qu'il connaissait déjà trop bien. Celle d'être invisible. Peu à peu, tout espoir de retrouver une véritable place au sein de sa famille va disparaître. Cette idée qu'il traînait depuis son enfance, celle d'être moins aimé, moins désiré qu'Harry, ne faisait maintenant que se renforcer. Alors Arnold fait ses valises, et il quitte une nouvelle fois la maison de ses parents. Cette fois, pour de bon. Il ne passera plus jamais une seule nuit sous leur toit. Arnold trouve ensuite rapidement du travail comme vendeur de cigares, un métier plutôt bien payé. Plus tard, Arnold dira « Je gagnais en moyenne 100 $ par semaine. C'était beaucoup d'argent pour un homme, sans parler d'un gamin. » Et effectivement, pour son âge, Arnold gagnait déjà très bien sa vie. Sauf que la vente de cigares n'était qu'une partie de ses revenus. À côté de ça, il continuait à jouer au billard pour de l'argent. Au début, les mises restaient assez modestes. Mais plus son niveau progressait, plus sa réserve d'argent grossissait.
Jusqu'au jour où ses économies atteignent environ 2000 $. Pour Arnold, c'était suffisant. Il avait enfin le capital nécessaire pour faire ce qu'il avait en tête depuis quelque temps. Il arrête de vendre des cigares. Et à partir de ce moment-là, Arnold Rothstein ne travaillera plus jamais pour un autre homme. À 19 ans, il était prêt pour faire du jeu son métier. Il était temps de passer à la cour des grands. Et l'Amérique était encore loin de se douter de ce que ce jeune joueur allait finir par devenir. Au début du XXe siècle, la constitution de l'État de New York interdisait formellement les jeux d'argent. Les courses de chevaux faisaient bien exception dans certaines circonstances, mais pour le reste, la loi était assez claire. Sauf qu'interdire le jeu ne l'a pas fait disparaître. Bien au contraire, plus les autorités essayaient de le réprimer, plus les maisons de jeux clandestines commençaient à apparaître un peu partout dans New York. Et pour éviter que la police ne vienne mettre son nez dans leurs affaires, les propriétaires avaient une méthode plutôt simple. Des policiers étaient soudoyés pour fermer les yeux sur ce qui se passait à l'intérieur, si bien que la corruption va rapidement s'installer au cœur même de la police new-yorkaise. C'est précisément ce monde-là qu'Arnold Rothstein voulait intégrer. Seulement, il avait déjà compris que compter uniquement sur la chance ne l'emmènerait pas bien loin. Pour se faire une place parmi les meilleurs joueurs de New York, il fallait être intelligent, patient et surtout posséder quelque chose que les autres n'avaient pas. Un avantage. Du coup, Arnold s'installe dans un appartement de l'hôtel Métropole, l'un des endroits les plus connus de Manhattan pour les parieurs. Il commence à y passer de plus en plus de temps, à côtoyer les hommes qui contrôlent le milieu du jeu new-yorkais. Et l'une de ses premières petites combines va tourner autour de quelque chose d'aussi banal qu'un billet de banque. Arnold sortait un billet de 50 $ de sa poche et proposait à quelqu'un une sorte de partie de poker basée uniquement sur les chiffres du numéro de série. Prenons un exemple. Si son billet affichait F 28 622 791 K, il avait alors 3-2, autrement dit un brelan. Et si celui de son adversaire affichait R 53 664 421 T, lui avait 2-6 et 2-4, donc une double paire. Un brelan battant une double paire, Arnold remportait le pari. Simple, non ? Sauf que la partie était en réalité truquée avant même d'avoir commencé. Ce que ses adversaires ignoraient, c'est qu'Arnold avait mémorisé les numéros de série de dizaines de billets. Il sélectionnait ceux qui possédaient les meilleures combinaisons, les pliait soigneusement et les gardait près dans ses poches. Du coup, lorsque quelqu'un acceptait de jouer, il n'avait plus qu'à sortir le billet qui avait le plus de chances de battre celui de son adversaire. C'était une petite ruse, mais elle révélait la façon de penser de Rothstein. Il préférait ne pas laisser l'issue d'une partie entièrement au hasard. En gros, Rothstein était en train de devenir un parieur qui faisait tout son possible pour justement ne pas vraiment parier. Et c'était une philosophie extraordinairement lucrative. En 1912, avant même d'avoir 30 ans, Arnold Rothstein aurait déjà accumulé son premier $1 million à New York. Mais au fond, ce n'était peut-être même pas l'argent qui avait le plus de valeur. Parce qu'en passant des années dans les salles de jeu, Arnold s'était surtout constitué un réseau impressionnant. Il connaissait désormais des hommes dont l'influence allait bien au-delà d'une simple table de cartes. Et peu à peu, un surnom commence à circuler dans New York. Le cerveau, The Brain. Un surnom plutôt bien choisi pour un homme qui semblait toujours savoir quelque chose que les autres ignoraient. À une table de jeu comme dans les affaires, Arnold donnait l'impression d'être presque impossible à battre. Et en 1919, on pouvait même croire qu'il était capable de se sortir de n'importe quelle situation à coups de billets. Sauf que cette réputation allait bientôt être sérieusement mise à l'épreuve. En janvier de cette même année, une partie de dés est organisée dans un appartement situé au 4e étage d'un immeuble de Manhattan. L'argent passe de main en main, les joueurs se pressent autour de la table, et comme souvent, un homme semble rafler une bonne partie des mises. Seulement, ce soir-là, quelqu'un va venir interrompre sa série de victoires. Sans prévenir, plusieurs policiers font irruption dans l'appartement. Et là, dans la confusion, Rothstein aurait cru que la partie était en train d'être braquée par une bande de petits voyous. Du coup, il sort une arme, et il ouvre le feu. 3 policiers new-yorkais sont touchés par balle. Fort heureusement, aucun d'entre eux ne meurt de ses blessures. Et ça ne changeait pas grand-chose au problème d'Arnold. Tirer sur des policiers, ce n'était pas le genre d'accusation dont on pouvait facilement se débarrasser, peu importe la quantité d'argent que l'on avait dans ses poches. Rothstein risquait désormais de passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Pour une fois, on pouvait croire que sa chance venait enfin de l'abandonner.
Mais justement, Arnold avait passé toute sa vie à apprendre qu'il ne fallait jamais compter uniquement sur la chance. À cette époque, son influence allait bien au-delà des maisons de jeu. Et à mesure que l'affaire avançait, quelque chose d'assez étrange va se produire. Les policiers deviennent soudainement moins certains de ce qu'ils avaient vu. Les témoins présents dans l'appartement commencent eux aussi à avoir quelques trous de mémoire. Personne ne semble plus vraiment savoir qui avait tiré, ni même dans quelles circonstances les coups de feu étaient partis. Disons que l'argent avait une façon assez efficace d'aider certaines personnes à oublier. Et pour ceux qui avaient besoin d'un encouragement un peu plus musclé, des hommes comme Monk Eastman gravitaient toujours autour de Rothstein. Résultat, en l'espace de quelques jours, le dossier commence à s'effondrer, et Arnold Rothstein ressort libre. Pour la pègre new-yorkaise, le message était difficile à rater. Cet homme venait d'être accusé d'avoir tiré sur 3 policiers, et malgré ça, il avait quand même réussi à s'en sortir sans la moindre condamnation. Seul un homme disposant de relations extraordinaires pouvait survivre à un tel événement. Et le timing ne pouvait presque pas être meilleur pour Rothstein. Parce que quelques mois plus tard, l'une des plus grandes opportunités de pari de toute l'histoire américaine allait se présenter à lui. En 1919, le baseball était bien plus qu'un simple sport aux États-Unis. Pour des millions d'Américains, c'était presque devenu une religion nationale, et les World Series ont représenté le rendez-vous le plus sacré. Cette année-là, les White Sox de Chicago se préparaient à affronter les Reds de Cincinnati. Pour Arnold Rothstein, une série aussi importante représentait surtout une occasion de gagner plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné auparavant. Seulement voilà, truquer toute une série de matchs de baseball n'avait rien à voir avec le fait de piper quelques dés ou de doper un cheval avant une course. Pour que le plan fonctionne, il fallait convaincre plusieurs joueurs de participer et surtout réussir à garder toute l'affaire secrète. C'était un défi d'une toute autre envergure. Mais comme toujours, Rothstein n'avait aucune intention de laisser le résultat entre les mains du hasard. Il apprend alors que plusieurs joueurs des White Sox sont profondément mécontents de l'organisation pour laquelle ils jouent. Leurs relations avec le propriétaire de l'équipe, Charles Comiskey, sont particulièrement tendues et certains estiment être payés bien moins que ce qu'ils méritent réellement. Pour Rothstein et les parieurs qui gravitent autour de lui, cette frustration ressemble à une opportunité en or. Après tout, si les joueurs étaient suffisamment en colère contre leur patron et avaient besoin d'argent, peut-être qu'il serait possible de les convaincre de perdre volontairement. Par l'intermédiaire de plusieurs hommes, les parieurs commencent donc à prendre contact avec certains membres de l'équipe. Et au bout du compte, 8 joueurs des White Sox de Chicago se retrouvent impliqués dans le complot visant à truquer les matchs les plus importants des World Series. Sur le papier, le plan était plutôt bien pensé. Les White Sox arrivent dans la compétition comme grands favoris, ce qui veut dire que les cotes proposées pour une victoire de leurs adversaires, les Reds de Cincinnati, sont beaucoup plus intéressantes. Rothstein mise alors des sommes énormes sur Cincinnati, mais pas question de placer tout l'argent au même endroit et d'attirer l'attention. Les paris sont répartis dans plusieurs villes et chez différents bookmakers, de sorte qu'aucune mise ne semble particulièrement suspecte. Pendant un moment, tout semble fonctionner exactement comme prévu. Les White Sox perdent 4 des premiers matchs, permettant à Cincinnati de prendre une avance décisive. Chicago n'est alors plus qu'à une seule défaite de perdre toute la série. Et pour les joueurs impliqués dans la combine, cette prochaine défaite devait normalement leur apporter l'argent qu'on leur avait promis. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Parce qu'au moment du 4e match, la frustration commence à se répandre dans le groupe. L'accord prévoyait que les joueurs seraient payés une fois les résultats attendus obtenus. Le problème, c'est qu'une grande partie de l'argent des parieurs était encore bloqué dans les mises. Les joueurs, eux, voulaient être payés immédiatement. Sauf que rien n'arrive. Du coup, certains commencent à se poser des questions. Et si Rothstein et les autres parieurs avaient tout simplement prévu de les arnaquer? Ils avaient accepté de trahir leur propre équipe pour de l'argent. Et voilà qu'ils commençaient à se demander si, dans l'histoire, ce n'étaient pas eux les dindons de la farce. Alors certains commencent à envisager une autre option. Pourquoi continuer à perdre pour des hommes qui ne les paient même pas? Autant se remettre à jouer sérieusement, remporter les World Series et récupérer l'argent de la victoire. En gros, ils allaient doubler ceux qui semblaient être en train de les doubler. Et c'est là que quelque chose d'assez inattendu se produit. Les White Sox de Chicago semblent soudainement se souvenir de la manière dont on frappe une balle, dont on défend un terrain et surtout, dont on gagne un match de baseball. Ils remportent les matchs 5, 6 et 7. Et là, une série qui semblait presque terminée est maintenant complètement relancée. Pour le 8e et dernier match, le lanceur partant de Chicago est Claude Lefty Williams. À ce stade, Williams aurait décidé de jouer sérieusement. Après tout, si les parieurs ne comptaient pas le payer pour perdre,
Il n'avait plus vraiment de raison de leur faire ce cadeau. Autant essayer de remporter la série et toucher sa part du gain du championnat. Pour Rothstein, la situation devenait donc particulièrement dangereuse. Si les White Sox réussissaient leur remontée et remportaient les World Series, ils risquaient de perdre une somme d'argent colossale. Et ça, ils ne pouvaient pas le permettre. Jusque-là, Rothstein avait construit sa fortune grâce aux informations et la manipulation. Mais selon l'histoire qui circulera plus tard, cette fois-ci, il aurait été prêt à franchir une autre limite. Il se serait tourné vers des hommes qui, eux, ne comptaient pas seulement sur l'argent pour convaincre quelqu'un. Des gangsters new-yorkais. La veille du match, Williams et sa femme ont été abordés par un homme qui a rendu les conséquences très claires. Si Williams savait ce qui était bon pour lui et ce qui était bon pour Madame Williams, il perdrait le match suivant. Et il le perdrait rapidement. Que chaque détail de cette rencontre se soit produite exactement comme il a été décrit plus tard reste incertain. Mais le lendemain, lorsque les White Sox affrontent les Reds de Cincinnati, le 8e match est pratiquement terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Dès la première manche, Williams est en grande difficulté. Cincinnati marque 4 points avant qu'il ne soit finalement retiré du terrain. Et après un début pareil, les White Sox ne réussiront jamais à revenir dans le match. Les Reds de Cincinnati l'emportent sur le score de 10-5. La série est terminée. Cincinnati remporte les World Series, 5 victoires à 3. Pour les parieurs qui avaient misé sur Cincinnati, le résultat va évidemment se traduire par des profits énormes. Le cerveau venait d'orchestrer le plus grand scandale sportif que l'Amérique ait jamais connu. Seulement voilà, il y avait un problème. L'effondrement des White Sox avait paru suspect presque dès le début. Alors que les World Series n'étaient même pas encore terminées, des rumeurs circulaient déjà. Dans les tribunes comme dans les rédactions sportives, les fans et les journalistes commençaient à se demander ce qui se passait avec Chicago. Des joueurs aussi talentueux pouvaient-ils vraiment accumuler autant d'erreurs au pire moment ? Pour beaucoup, quelque chose clochait. Au cours des mois suivants, les enquêteurs commencent donc à s'intéresser de plus près à la corruption dans le baseball professionnel. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, il suffit que les premières personnes se mettent à parler pour que tout le reste commence à sortir. Peu à peu, certains joueurs passent aux aveux et des détails du complot finissent par se retrouver dans les journaux. It's 1919, and here are leading investigators in probe of recently finished World Series. Il ne faudra alors pas longtemps pour que le nom d'Arnold Rothstein apparaisse au centre du scandale. Et là, il nie en bloc avoir organisé le trucage des World Series. D'après lui, des hommes l'avaient bien approché pour lui proposer de corrompre la compétition, mais il avait refusé de participer. Ce que les autres parieurs avaient pu faire par la suite, insiste-t-il, ne le concerne absolument pas. Et encore une fois, ses relations allaient lui être très utiles. Grâce à son influence politique et à sa fortune, Rothstein réussit progressivement à prendre ses distances avec le complot. Résultat, le dossier contre le cerveau finit par s'effondrer. Les procureurs ne réussiront donc pas à faire tomber Arnold Rothstein. Mais cette fois-ci, il n'en ressort pas complètement indemne. Parce que même s'il évite la prison, sa réputation venait d'en prendre un sacré coup. Pour des millions de fans de baseball, Arnold Rothstein restera à jamais associé à l'homme qui avait contribué à corrompre leur sport préféré. Pourtant, tout le monde n'était pas forcément dégoûté par ce qui venait de se passer. Parce que dans le monde des parieurs et de la pègre, cette affaire avait eu exactement l'effet inverse. Loin d'affaiblir Rothstein, elle avait renforcé son image. Il venait de montrer qu'il était capable de se retrouver mêlé à l'un des plus gros scandales sportifs du pays. Et malgré tout, de s'en sortir libre. Autant vous dire qu'après une affaire pareille, son nom de cerveau n'avait jamais semblé aussi mérité. Et justement, alors qu'il atteignait ce nouveau sommet, l'Amérique s'apprêtait à offrir aux hommes comme lui une opportunité encore bien plus importante que le jeu. Une opportunité capable de transformer toute la pègre américaine. « 17 janvier 1920, minuit et 1 minute. Le 18e amendement de la Constitution des États-Unis, ratifié un an plus tôt, entre officiellement en vigueur. À partir de cet instant, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation et la vente de boissons contenant plus de 0,5% d'alcool deviennent interdits. Pendant des mois, les politiciens et les partisans de la prohibition avaient promis que cette nouvelle loi allait donner naissance à une nouvelle nation. Et d'une certaine manière, ils avaient raison. Sauf que l'Amérique qui se réveille en ce froid matin de janvier n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'ils avaient imaginée. Parce qu'au lieu de faire disparaître l'alcool, la prohibition va surtout créer un gigantesque marché clandestin qui allait bientôt tomber entre les mains de gangsters toujours à la recherche de nouveaux moyens de s'enrichir.
Pour Arnold Rothstein, pourtant, cette nouvelle loi semblait plutôt être une bonne chose au départ. Lui ne buvait pas, et de toute façon, il n'appréciait pas particulièrement la compagnie des hommes qui avaient tendance à lever un peu trop le coude. Et surtout, beaucoup des joueurs qui fréquentaient ces établissements dépensaient une bonne partie de leur argent dans le whisky. Du coup, Rothstein s'était dit que si l'alcool disparaissait, cet argent finirait peut-être directement sur ses tables de jeu. Logique. Sauf que presque immédiatement, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Sa clientèle commence à diminuer. Beaucoup de ses clients avaient besoin de quelques verres pour se détendre avant d'avoir le courage de poser de grosses sommes sur une table. Sans whisky pour les mettre à l'aise, certains préféraient tout simplement rester chez eux. Et ça, évidemment, ce n'était pas bon pour les affaires. Pour faire revenir ses clients, Rothstein commence donc à faire importer de petites quantités d'alcool depuis le Canada, qu'il met ensuite à disposition dans ses établissements. L'effet est immédiat. Les joueurs reviennent. Et c'est là qu'Arnold Rothstein commence vraiment à comprendre ce que la prohibition vient de créer. Parce que si des millions d'Américains voulaient toujours boire, et que la loi les empêchait désormais d'acheter légalement de l'alcool, quelqu'un allait forcément devoir leur en fournir. Et surtout, maintenant que le produit était interdit, on pouvait le vendre beaucoup plus cher. Ce qui avait commencé comme un simple moyen de faire revenir quelques joueurs dans ces établissements prenait soudainement une toute autre dimension. Rothstein abandonne rapidement les petites cargaisons d'alcool canadien bon marché pour se tourner vers quelque chose de beaucoup plus rentable. Du whisky écossais de qualité. D'abord, il établit des contacts avec des distillateurs à l'étranger. Ensuite, il organise l'acheminement des cargaisons jusqu'aux États-Unis, en arrosant au passage les bonnes personnes lorsqu'il le fallait pour s'assurer que la marchandise arrive tranquillement à destination. Mais faire entrer l'alcool à New York n'était qu'une partie du problème. Une fois les caisses débarquées, encore fallait-il pouvoir les protéger et les distribuer. Et Rothstein savait très bien que ce nouveau marché n'allait pas rester tranquille longtemps. Des figures criminelles comme Joe Masseria étendaient déjà leur influence dans la ville et cherchaient à mettre la main sur une part toujours plus importante du réseau de distribution clandestin. Si Rothstein voulait leur faire concurrence, il allait donc avoir besoin d'hommes capables de défendre ses investissements. Et pour l'un de ses premiers chefs de gang, qui deviendra plus tard l'un de ses gardes du corps, Rothstein va miser sur un jeune criminel mince, au teint pâle et plutôt beau garçon. Legs Diamond. Diamond avait commencé dans la petite délinquance, principalement comme voleur. Et selon l'une des histoires entourant son nom, Legs, qui signifie jambe en anglais, lui viendrait tout simplement de sa capacité à détaler à toute vitesse chaque fois que la police se rapprochait un peu trop de lui. Mais peu importe finalement l'origine de son nom. Ce qui intéressait Rothstein, c'était surtout autre chose. Diamond avait très peu d'état d'âme. Il faisait partie de ces criminels pour qui la gentillesse était presque une faiblesse. Le genre d'homme capable de considérer qu'un gangster qui traite trop bien sa propre mère commence déjà à se ramollir. Mais même lui ne pouvait pas gérer seul une opération qui grossissait de jour en jour. Et c'est justement Diamond qui va bientôt présenter à Rothstein deux autres jeunes criminels particulièrement ambitieux. Le premier s'appelait Charles Lucania, un nom qui ne disait pas encore grand-chose à l'époque, mais que l'Amérique allait bientôt connaître sous celui de Lucky Luciano. Le second était Arthur Flegenheimer, plus connu sous le nom de Dutch Schultz. Le gang exécutait toutes sortes de missions pour Rothstein. Ces hommes surveillaient ses maisons de jeu et ses autres commerces, servaient de gros bras lors de conflits syndicaux, et s'assuraient surtout que ces différentes opérations restent approvisionnées en marchandises volées ou de contrebande au prix le plus bas possible. Et à mesure que la prohibition se poursuivait, les affaires devenaient de plus en plus rentables. Des millions de dollars commençaient maintenant à circuler à travers le réseau de Rothstein. Du coup, pour gérer tout cet argent et toutes ces cargaisons, l'organisation allait devoir s'agrandir. Luciano, qui se rapprochait de plus en plus de Rothstein, lui propose alors de faire venir plusieurs amis de longue date en qui il avait toute confiance. Dans le lot, il y avait Meyer Lansky, Benjamin Bugsy Siegel et Frank Costello. Ils étaient jeunes, ambitieux et connaissaient déjà très bien la rue. Mais Rothstein, lui, va voir quelque chose de plus chez ces jeunes criminels. Il comprend qu'ils ont le potentiel pour devenir bien plus que de simples voyous de quartier. Il commence donc à leur apprendre une leçon qui allait complètement changer leur manière de voir le crime. S'ils voulaient vraiment réussir, ils ne pouvaient pas passer leur vie à se comporter comme des raclures. Le crime devait être traité comme une véritable entreprise. La prohibition, leur expliquait-il, venait de créer une occasion de devenir plus riche que n'importe quel petit criminel aurait pu l'imaginer. Une opportunité comme il n'en avait encore jamais connue. Mais pour Rothstein, il existait deux façons d'en profiter. La première, c'était la façon stupide. Elle consistait à vendre de mauvais alcools bon marché. Ça permettait peut-être de gagner rapidement de l'argent, mais difficile de bâtir un véritable empire avec une clientèle qui risquait de mourir après avoir consommé votre produit. Rothstein, lui, préférait une autre stratégie. Il voulait se bâtir une réputation.
Son organisation ne vendrait pas n'importe quel alcool fabriqué au fond d'une baignoire. Elle proposerait du véritable whisky écossais de haute qualité. De cette manière, les clients les plus fortunés sauraient qu'en achetant une bouteille auprès du réseau de Rothstein, ils recevaient bien le produit authentique. Et cette stratégie allait profondément influencer toute une nouvelle génération de criminels. Sous l'aile de Rothstein, certains des jeunes gangsters les plus prometteurs de New York découvrent que le crime pouvait aller bien au-delà de la violence exercée au coin d'une rue. Une organisation criminelle pouvait être structurée et gérée avec la même discipline qu'une entreprise parfaitement légale. Rothstein n'avait certes pas inventé le crime organisé, mais disons qu'il était en train d'en dessiner les plans. Ce qui va suivre deviendra l'une des opérations de contrebande d'alcool les plus lucratives de New York. Dans toute la ville, des speakeasies sont approvisionnés avec le whisky de qualité importé par Rothstein. Et à chaque fois qu'une cargaison arrive ou qu'une bouteille est vendue, le cerveau récupère sa part. Autant vous dire que sa fortune va rapidement exploser. Selon certaines estimations modernes, sa richesse aurait fini par atteindre l'équivalent d'environ 130 millions de dollars. Arnold Rothstein était passé du statut de joueur à gros enjeux à celui de l'un des criminels les plus riches des États-Unis. Et pourtant, en le regardant, difficile de le deviner. Contrairement à la plupart des voyous de son époque, il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce de New York et passer pour un véritable gentleman. Et justement, Rothstein voulait que les hommes qui l'entouraient lui ressemblent. Parmi tous ses jeunes protégés, celui qu'il préférait était sans aucun doute Lucky Luciano. Luciano était peut-être déjà intelligent et ambitieux, mais il restait encore un gamin du Lower East Side qui avait grandi dans la rue. Alors Rothstein va entreprendre de le transformer. Il lui apprend à s'habiller avec goût et à se comporter comme un gentleman lorsqu'il se trouve parmi des hommes influents. Il va même l'aider à enrichir son vocabulaire. Mais les vêtements et les bonnes manières ne faisaient pas tout. Il lui apprend également une leçon particulièrement importante sur l'image et les relations publiques. En juin 1923, alors que Luciano travaille comme tueur à gages et trafiquant de drogue pour plusieurs chefs de la mafia sicilienne, il tombe dans un piège tendu par la police alors qu'il vend de la drogue à Manhattan. Et contrairement à Rothstein, Luciano n'avait pas encore suffisamment d'argent ni de relations pour simplement faire disparaître l'affaire. Du coup, pour éviter la prison, il décide de coopérer avec les policiers et leur fournit des informations concernant d'autres mafieux recherchés par les autorités. Luciano a évité la prison, sauf qu'en faisant ça, il venait de créer deux nouveaux problèmes. D'un côté, ses riches clients ne voulaient plus être associés à un petit trafiquant de rue arrêté pour avoir vendu de la drogue. Et de l'autre, ses partenaires criminels ne voulaient surtout pas fréquenter un homme que l'on soupçonnait maintenant d'être une balance. En gros, Luciano avait sauvé sa liberté, mais complètement détruit sa réputation. Ne sachant plus vraiment comment se sortir de cette situation, Luciano va donc demander conseil à son mentor. Rothstein, lui, avait déjà une idée. Il lui ordonne d'acheter 200 des meilleures places disponibles au bord du ring pour le combat de boxe opposant Jack Dempsey à Louis Firpo. Le coup était absolument faramineux, mais Rothstein ne voulait pas que Luciano garde ses billets pour lui. Il lui demande de les offrir gratuitement à certaines des personnalités les plus riches et les plus influentes d'Amérique. Luciano distribue donc les billets à de riches hommes d'affaires et plusieurs gangsters puissants, parmi lesquels Al Capone et Johnny Torrio. Puis, le soir du combat, il fait son apparition dans l'arène vêtu d'un élégant costume. Et le résultat ne se fait pas attendre. Du jour au lendemain, la réputation de Luciano est pratiquement restaurée grâce au conseil de son spécialiste en relations publiques. Mais Rothstein n'aidait pas seulement les jeunes gangsters à améliorer leur image, il leur prêtait aussi de l'argent. À vrai dire, il fonctionnait presque comme une banque clandestine pour la pègre new-yorkaise. Lorsqu'un criminel avait besoin de capital pour lancer une affaire, Rothstein pouvait sortir le chéquier. Ce qui va d'ailleurs lui valoir un autre surnom, The Big Bankroll, autrement dit la grosse liasse. Mais n'allez pas croire qu'il distribuait son argent par générosité. Rothstein restait avant tout un joueur qui détestait prendre des risques inutiles. Même lorsqu'il prêtait de l'argent à des gangsters, il trouvait le moyen de s'assurer que les chances restent de son côté. Selon certaines histoires entourant ses méthodes, les criminels qui lui empruntaient de grosses sommes pouvaient être obligés de souscrire une assurance vie en désignant Rothstein comme bénéficiaire. Comme ça, si le débiteur venait à mourir avant d'avoir remboursé sa dette, Rothstein lui récupérait quand même son argent. Et si l'homme restait en vie mais n'avait tout simplement pas les moyens de payer, eh bien, ce n'était pas forcément une mauvaise nouvelle non plus. Parce qu'à défaut d'argent, Rothstein récupérait quelque chose qui pouvait parfois avoir encore plus de valeur. Une faveur. En fait, il ne semblait même pas toujours contrarié lorsqu'un criminel était incapable de le rembourser.
Un homme qui devait plusieurs milliers de dollars à Arnold Rothstein devenait un homme qu'on pouvait appeler le jour où il fallait régler un problème sans salir les mains. Seulement voilà, financer autant de criminels finissait par coûter cher, même pour un homme aussi riche qu'Arnold Rothstein. Le cerveau avait donc besoin d'une nouvelle source de revenus. Et il va la trouver dans un secteur qui allait devenir, quelques années plus tard, l'une des principales machines à argent du crime organisé américain, les syndicats. Au milieu des années 1920, les conflits entre patrons et ouvriers étaient monnaie courante à New York. Les propriétaires d'usines craignaient les grèves capables de bloquer leur production pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. De leur côté, les syndicats se battaient pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Rothstein, lui, va regarder tout ça et comprendre qu'il était possible de gagner de l'argent des deux côtés. Un patron d'usine pouvait être prêt à payer cher quelqu'un capable d'empêcher une grève ou de convaincre, disons assez fermement, les ouvriers de retourner travailler. Mais à l'inverse, un syndicat suffisamment puissant pour paralyser une entreprise pouvait lui aussi exiger de l'argent en échange de la tranquillité. Vers 1926, Rothstein s'associa à un jeune gangster qui commençait tout juste à se faire un nom dans le milieu. Louis Lepke Buchalter. Sous l'aile de Rothstein, Lepke va progressivement étendre son influence au sein des syndicats. Lorsqu'il n'était pas payé par les patrons pour briser une grève, il pouvait intimider directement les membres des organisations ouvrières et transformer leurs syndicats en véritables raquettes de protection. Mais pendant que le cerveau développait ses nouvelles affaires dans le racket syndical, l'un de ses anciens protégés commençait lui à lui poser problème. Dutch Schultz. Schultz avait obtenu l'une de ses premières véritables opportunités en travaillant comme chauffeur dans le réseau de contrebande de Rothstein. Seulement, comme beaucoup de jeunes gangsters ambitieux de cette époque, il n'avait aucune envie de passer sa vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Rothstein, qui préférait généralement les affaires aux guerres inutiles, avait accepté de lui laisser davantage de liberté dans le Bronx, où le trafic de bière clandestine était devenu extrêmement rentable. On aurait pu croire que ça lui suffirait, mais pas du tout. Schultz voulait une part toujours plus importante du business de la prohibition. Avec son propre groupe de gangsters violents derrière lui, il commence donc à agir de plus en plus indépendamment et surtout à mettre les pieds sur des territoires qui appartenaient jusque-là à d'autres. Pour Rothstein, cette rébellion était évidemment agaçante, mais pas au point de déclencher une guerre et de risquer de détruire une organisation qui rapportait encore beaucoup d'argent. Parce que Dutch Schultz était devenu dangereux. Et surtout, Rothstein avait déjà compris quelque chose que beaucoup de gangsters refusaient encore de voir. La prohibition ne durerait pas éternellement. Dans le même temps, un autre de ses protégés avait déjà attiré son attention sur un commerce au potentiel peut-être encore plus important que l'alcool. Les stupéfiants. Lucky Luciano connaissait le trafic de drogue depuis sa jeunesse et savait très bien qu'il existait déjà une forte demande dans les rues de New York. Mais à l'époque, tous les gangsters n'étaient pas prêts à toucher à ce business. Certains hommes capables de tuer pour une histoire de pari ou une cargaison d'alcool considéraient eux-mêmes les stupéfiants comme une limite à ne pas franchir. D'abord parce que les peines de prison étaient particulièrement lourdes, mais aussi parce que la drogue faisait des ravages dans les quartiers où ces gangsters avaient eux-mêmes grandi. Rothstein, lui, n'avait pas vraiment ce genre d'état d'âme. À partir du moment où une activité pouvait lui remplir les poches, elle méritait au moins qu'il s'y intéresse. À l'époque, l'héroïne et d'autres stupéfiants étaient encore produits légalement dans certaines régions d'Europe et d'Asie. Le véritable défi n'était donc pas forcément de se procurer la marchandise, mais plutôt de réussir à la faire entrer aux États-Unis, puis à la distribuer une fois sur place. Et dans ce domaine-là, Rothstein avait déjà quelques années d'expérience. Grâce à la prohibition, il savait comment faire passer des cargaisons illégales à travers les frontières. Plus important encore, il possédait déjà un vaste réseau de distribution. Avant Rothstein, le trafic de drogue américain restait assez dispersé et mal organisé. Il existait bien sûr depuis longtemps, mais les opérations étaient souvent limitées à quelques villes ou à de petits réseaux indépendants. Avec son argent, ses relations et son sens des affaires, Rothstein va contribuer à faire passer ce commerce à une toute autre échelle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il sera plus tard décrit comme l'un des pères du trafic de drogue américain moderne. Son réseau commence à approvisionner plusieurs villes à travers les États-Unis, fournissant aussi bien des clients fortunés que des toxicomanes beaucoup plus pauvres. Les bénéfices potentiels étaient énormes. Du coup, Rothstein injecte encore plus d'argent dans cette nouvelle activité afin de la développer. Seulement voilà, les États-Unis ne lui suffisaient déjà plus. Le cerveau voulait aller beaucoup plus loin et construire un véritable réseau international. Mais pour ça, il avait besoin d'un partenaire disposant d'une fortune encore plus importante que la sienne, et surtout, de relations puissantes en Europe. En 1928, il rencontre justement l'homme qui semblait posséder tout ce dont il avait besoin.
le capitaine Alfred Lowenstein, considéré à l'époque comme le 3e homme le plus riche du monde. Et quand je vous dis que cet homme était riche, ce n'est pas une façon de parler. Lorsque l'Allemagne avait envahi la Belgique en 1914, Lowenstein aurait tout simplement proposé de racheter le pays. Ouais, à ce niveau-là, on ne parlait plus vraiment d'être riche. Et avec un homme pareil à ses côtés, Rothstein pouvait désormais envisager une opération d'une ampleur encore jamais atteinte. Le plan était assez simple. Lowenstein fournirait l'argent et ses relations en Europe. Rothstein, lui, apporterait ses contacts et son immense réseau de distribution en Amérique. Ensemble, ils allaient pouvoir bâtir un véritable empire international de la drogue. Sauf que le 4 juillet 1928, il va se produire quelque chose pour le moins étrange. Ce jour-là, le capitaine Alfred Lowenstein monte à bord de son avion privé pour effectuer un vol à travers l'Europe. Pendant le trajet, il se lève de son siège et se dirige vers l'arrière de l'appareil, apparemment pour aller aux toilettes. Rien d'anormal jusque-là. Mais peu de temps après, quelqu'un part à sa recherche. Lowenstein a disparu. Et quand je dis disparu, c'est littéralement. L'avion se trouvait encore à plusieurs milliers de pieds d'altitude, en plein vol. Et pourtant, l'un des hommes les plus riches de la planète semblait tout simplement s'être volatilisé à l'intérieur de l'appareil. À l'atterrissage, aucune trace de lui. La manière exacte dont Lowenstein avait quitté l'avion va immédiatement provoquer toutes sortes de théories et de spéculations. Accident, suicide, meurtre. Difficile de savoir exactement ce qui s'était passé. Mais pour Rothstein, une chose était beaucoup plus concrète. Son partenaire venait de disparaître avec une bonne partie de ses projets. Si Lowenstein était resté en vie et que leur association avait continué, difficile de savoir jusqu'où leur réseau aurait pu aller. La quantité de stupéfiants entrant aux États-Unis aurait peut-être atteint une échelle encore jamais vue. Mais bon, ça, Rothstein ne le saura jamais. Lorsque la nouvelle de la disparition de Lowenstein lui parvient à New York, ses rêves d'empire international de la drogue partent en fumée. Et avec eux, les millions de dollars qu'il avait déjà investis dans le développement du réseau. Mais le pire, c'est que cet échec n'allait être que le début. Peu après, plusieurs autres investissements de Rothstein commencent eux aussi à tourner au vinaigre. Pour un homme qui avait passé sa vie à avoir toujours un coup d'avance, les choses semblaient soudainement lui échapper. Sa chance était en train de tourner, et pour un joueur, difficile d'imaginer quelque chose de plus dangereux. Ce qui va suivre sera une série de mauvaises décisions. Rothstein se remet à jouer de plus en plus souvent, mais cette fois quelque chose avait changé. Pendant toute sa carrière, il avait fait en sorte de ne jamais dépendre entièrement du hasard. Désormais, il se mettait à miser des sommes colossales en comptant presque uniquement sur sa chance. Et autant vous dire que la chance n'allait pas lui faire de cadeau. En peu de temps, Rothstein perd une grande partie de sa fortune. Mais l'argent était loin d'être son seul problème. Les jeunes gangsters qu'il avait contribué à former commençaient maintenant à lui échapper. Lucky Luciano se retrouvait entraîné dans une guerre sanglante entre deux factions criminelles italiennes. Une lutte de pouvoir qui allait finir par coûter la vie à des dizaines de gangsters. Lex Diamond, lui, commençait à détourner des cargaisons d'alcool liées à Frank Costello, déclenchant une guerre féroce entre les deux hommes. Et pendant ce temps, Dutch Schultz était en train de devenir l'un des criminels les plus violents et les plus redoutés de New York. Dans cette pègre devenue beaucoup plus violente, Arnold Rothstein commence alors à fonctionner comme un véritable loup solitaire. Il n'avait pas de gang réellement fidèle autour de lui, pas d'armée prête à entrer en guerre pour le défendre. Et peu à peu, il devient paranoïaque. Dans les rues de New York, une idée commence même à circuler. Le cerveau, The Big Bankroll, l'homme qui avait toujours semblé avoir un coup d'avance sur tout le monde, avait peut-être finalement fait son temps. Il perdait de l'argent aux courses, il perdait de l'argent au poker. Et soudain, l'homme que l'on pensait presque incapable de perdre avait de sérieuses difficultés à garder ses finances et ses paiements sous contrôle. Puis en septembre 1928, Rothstein participe à une partie de cartes à très gros enjeux dans un appartement de la 7e avenue à Manhattan. Parmi les joueurs présents ce soir-là se trouve George McManus, un joueur bien connu qui évoluait lui aussi dans le milieu de la pègre. Pour Rothstein, cette partie pouvait être l'occasion parfaite de se refaire. S'il gagnait gros, il récupérerait une bonne partie de l'argent perdu au cours des derniers mois. Seulement voilà, ce soir-là, rien ne va se passer comme prévu. Rothstein reçoit constamment des mains suffisamment bonnes pour l'inciter à continuer à jouer, mais jamais assez bonnes pour gagner. Et il continue, encore et encore, pendant 36 heures. Durant tout ce temps, Rothstein reste assis à la table pendant que ses pertes ne cessent de s'accumuler. Lorsqu'il finit enfin par quitter la partie, l'addition est énorme. Il doit environ 320 000 $, soit plus de 4 millions de dollars en monnaie actuelle. Pour n'importe quel joueur, c'était déjà une somme colossale.
Mais pour lui, le problème allait bien au-delà de l'argent. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à manipuler les parties et à faire pencher les probabilités de son côté, accepter une telle défaite était presque impossible. Rothstein finit donc par se convaincre que le jeu avait été truqué contre lui. Et pour être honnête, ce n'était pas impossible. Après tout, il avait lui-même bâti une partie de sa fortune en utilisant exactement ce genre de méthode. Mais dans le monde de la pègre, accuser publiquement un autre homme de tricher était déjà une chose sérieuse. Refuser ensuite de payer sa dette, c'en était une autre. Rothstein traite George McManus et les autres joueurs comme s'ils ne représentaient rien. Il refuse de leur verser les 320 000 $ et semble persuadé que personne n'osera vraiment s'en prendre à lui. Après tout, il s'était déjà sorti de situations bien plus dangereuses. Sauf que cette fois-ci, le cerveau venait peut-être de faire le pari le plus risqué de toute sa vie. Deux mois plus tard, le 4 novembre 1928, Arnold Rothstein est assis au restaurant Lindy's à Manhattan lorsqu'il reçoit un appel téléphonique. Après avoir raccroché, il quitte l'établissement et se rend à l'hôtel Park Central, situé non loin de là. Il devait apparemment y rencontrer George McManus. Ce qui s'est exactement passé à l'intérieur de l'hôtel reste encore aujourd'hui assez flou. Mais quelques temps plus tard, Rothstein apparaît dans un couloir de service. Il venait de recevoir une balle dans l'abdomen. Le projectile avait perforé sa vessie et causé de graves dégâts à ses intestins. Et malgré une blessure pareille, Rothstein réussit encore à avancer. Il traverse le couloir en titubant, descend 2 volets d'escalier et parvient finalement à atteindre la rue. Là, il est transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins tentent de le sauver. Mais les dégâts étaient trop importants. Durant les 2 jours suivants, Arnold Rothstein se vide lentement de son sang à cause d'une hémorragie interne. Le 6 novembre 1928, après avoir signé un nouveau testament, celui que l'on surnommait le génie du crime organisé meurt de ses blessures. Il avait 46 ans. Mais même après sa mort, Rothstein allait encore réussir à surprendre son entourage. Lorsque le contenu de son testament est révélé, ses proches découvrent qu'il avait prévu de généreux versements pour plusieurs de ses associés de longue date. Une somme importante était également destinée à son fidèle garde du corps. Mais la plus grosse surprise concernait son ancienne maîtresse, Inès Norton, à qui il avait légué une part considérable de sa fortune. Le 7 novembre 1928, la première poignée de terre tombe sur le simple cercueil d'Arnold Rothstein. Pendant les funérailles, le rabbin demande au Seigneur d'avoir de la compassion pour Arnold, fils d'Abraham, fils de David. De ces 3 hommes, un seul était encore en vie, Abraham Rothstein. Le père qui avait accueilli son 2e fils dans ce monde 46 ans plus tôt se tenait maintenant au bord de sa tombe. Mais alors que la dernière pelletée de terre recouvre le cercueil, une question commence déjà à circuler partout à New York. Qui a tué Arnold Rothstein ? Et il faut bien dire que la liste des suspects était longue. Le candidat le plus évident était bien sûr George McManus, l'homme lié à la fameuse partie de cartes et à la dette de 320 000 $ que Rothstein avait refusé de payer. McManus est rapidement arrêté et accusé de meurtre. Mais les preuves contre lui étaient loin d'être solides. Les procureurs ne réussiront même pas à démontrer qu'il se trouvait dans la pièce au moment où Rothstein avait été abattu. Résultat, il est finalement acquitté. Mais lui était loin d'être le seul homme qui aurait pu vouloir la mort de Rothstein. Il y avait par exemple son ancien protégé, Lucky Luciano. À cette époque, Luciano était déjà profondément impliqué dans le trafic de stupéfiants et se trouvait bien placé pour récupérer une partie du réseau laissé derrière lui par son mentor. Un autre nom circulait également, Dutch Schultz. Lui cherchait depuis longtemps à obtenir une part plus importante de l'empire de contrebande de Rothstein, et leur relation était devenue de plus en plus tendue. Puis il y avait aussi Louis Lepke Buchalter, le violent racketteur syndical qui avait autrefois travaillé sous l'influence du cerveau. Bref, les hommes qui pouvaient avoir une raison de vouloir sa mort ne manquaient pas. Au fil des années, les théories vont continuer à se multiplier. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, personne ne sera jamais condamné pour le meurtre d'Arnold Rothstein. Et le mystère va encore s'épaissir quelques mois après sa mort. À Atlantic City, un grand nombre de gangsters liés à son ancien réseau se réunissent lors de ce qui deviendra l'un des plus importants rassemblements de figures de la pègre de toute l'histoire américaine.
Presque tous les grands criminels qu'Arnold de Rothstein avait aidés à un moment ou un autre sont présents. Tous veulent savoir ce qui va se passer maintenant. Chacun espère récupérer une part des affaires et des opportunités laissées derrière lui. Mais le problème, c'est qu'aucun d'entre eux ne pouvait remplacer à lui seul l'homme qui aurait truqué les World Series de 1919, financé d'immenses opérations de contrebande d'alcool et contribué à transformer le trafic de stupéfiants aux États-Unis. Du coup, la seule solution était de partager ce qu'il restait. Et avec ça, une nouvelle époque allait commencer. Quelques années plus tard, Lucky Luciano allait complètement transformer la mafia américaine en appliquant une bonne partie des leçons apprises auprès de Rothstein. Avec des hommes comme Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Vito Genovese et Frank Costello, il allait participer à la création de la Commission, un organe chargé d'arbitrer les conflits entre familles et d'organiser une partie des activités criminelles à l'échelle nationale. En quelque sorte, l'élève allait finir par dépasser le maître. Arnold Rothstein, lui, avait passé une grande partie de sa vie à ressembler à un homme d'affaires parfaitement respectable. Alors qu'il agonisait à l'hôpital, le détective Patrick Floyd lui avait demandé qui lui avait tiré dessus. Rothstein l'a regardé et a répondu « Ta mère. Tu me connais mieux que ça, Paddy. » Même à l'approche de la mort, Rothstein refuse de donner le nom du tireur. Et pourtant, il savait presque certainement qui lui avait tiré dessus. L'attaque avait eu lieu dans une petite pièce, à bout portant, lors d'une rencontre à laquelle il s'était rendu de son plein gré. Mais il n'allait rien dire. En gardant pour lui l'identité de son assassin, Arnold Rothstein respectait l'une des plus anciennes règles de la pègre. Ne jamais collaborer avec la police. C'était peut-être son dernier pari. Et cette fois, il ne cherchait plus à gagner de l'argent. Il protégeait simplement le code du monde qu'il avait contribué à bâtir. Ainsi s'achevait sa transformation. D'un garçon fasciné par le jeu à un millionnaire. D'un millionnaire à un financier de la pègre. Et d'un joueur professionnel à l'une des figures fondatrices du crime organisé américain moderne. Arnold Rothstein avait finalement obtenu ce qu'il avait cherché toute son enfance. Une identité qui n'appartenait qu'à lui. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors selon vous, qui était réellement derrière la mort d'Arnold Rothstein ? Et surtout, est-ce que vous le considérez comme l'un des fondateurs de la mafia américaine, même s'il était juif et non sicilien ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager autour de vous. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à continuer à produire ce genre de documentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous. I know you can't relate if you can't